Oui, bonjour tout le monde. Alors, courage, on achève. On va compléter le thème 5 avec le concept 14.3. Les modèles d'hérédité sont souvent plus complexes que ceux qui sont prévus par la génétique de Mendel. En fait, depuis le début, on fait des exercices qu'on dit à dominance complète. Donc jusqu'ici, ce qu'on a vu, c'est qu'un allèle qui est représenté par une lettre majuscule versus un allèle qui est représenté par une lettre minuscule va dominer sur l'allèle minuscule. L'allèle minuscule va être dit récessif, puis l'allèle majuscule va être dit dominant. Donc c'est ce qu'on appelle la dominance complète. Maintenant, dans la vraie vie, il y a différentes relations entre les allèles. C'est un petit peu plus complexe que ça. Donc, si on va voir ce concept-là ici, ben, la dominance complète dans cette première ligne-là, ça représente ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on ait un génotype homozygote dominant ou un génotype hétérozygote, les deux vont exprimer le même phénotype. C'est-à-dire que l'allèle dominant domine le phénotype. Ici, on aurait deux fleurs mauves, par exemple. Si on avait une fleur homozygote récessive, comme par exemple petit v, ben là, à ce moment-là, on aurait possiblement une fleur blanche. Ce serait la seule façon d'avoir une fleur blanche dans cette dynamique de dominance complète. L'autre modèle en fait, il y a comme deux autres modèles qu'on va examiner ici. Puis le reste du concept, on va le simplifier un peu par manque de temps, puis aussi par le fait qu'il n'y a pas tellement d'exercices à faire avec ces autres modèles-là. Donc, autrement dit, là, dans le tableau, là, ce qui est important, c'est vraiment ces trois premières rangées-là. Le premier, comme je viens de le dire, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc la dominance complète. Qu'est-ce que c'est de la dominance incomplète? Ben, la dominance incomplète, c'est lorsque l'allèle, il n'y a pas vraiment d'allèle dominant en fait. C'est-à-dire que la dominance n'est pas complète. Si on avait par exemple, un allèle rouge chez un individu homozygote avec deux allèles rouges, on aurait une fleur rouge. Comparativement à un allèle blanc, chez un individu homozygote, on aurait deux allèles. Donc, homozygote blanc, ça nous donnerait une fleur blanche. Mais chez l'hétérozygote, ici, comme ça, donc on a un allèle rouge, disons, ici, comme ça, puis un allèle blanc. Ben, chez l'hétérozygote, on se retrouve à avoir un troisième phénotype intermédiaire entre les deux phénotypes homozygotes. Donc, c'est comme s'il y a un mélange ici là, des deux allèles qui s'expriment dans le phénotype par un phénotype intermédiaire. Mais tu sais, rappelons-nous que un allèle, c'est quoi? C'est un gène qui fabrique une protéine. Donc ici, on pourrait s'imaginer que la protéine est une espèce de pigment qui va donner une fleur rouge. Ici, la protéine serait une espèce de pigment qui donnerait une fleur blanche. Mais ici, on a de la protéine rouge puis de la protéine blanche. Ça aurait pu nous donner un patron de blanc picoté avec des points rouges, mais dans ce cas-ci, ben, ça nous donne du rose, qui est comme la couleur intermédiaire. On s'imagine ici qu'on pourrait avoir des pigments rouges avec des pigments blancs, puis là, ben, tous les pigments sont très petits, ce sont des petites protéines, ce qui fait que si on regardait avec un microscope, on pourrait voir chacune des protéines individuelles, mais si on zoome out, là, autrement dit, si on regarde de plus loin, à nos yeux, à nous, ben, la fleur nous semble rose. Fait que donc, ici, c'est pas qu'un allèle domine complètement sur l'autre, mais c'est qu'il y a une dominance incomplète des deux allèles. Il n'y a aucun gagnant, c'est une fusion des deux. Notre dernier modèle qu'on va voir, c'est la codominance. Donc la codominance, c'est lorsque on est encore là, ici, on aurait comme deux allèles. Tu vois, on aurait l'allèle A puis l'allèle B. Puis remarque, comme pour notre dominance incomplète de tout à l'heure, on va mettre ici les allèles en exposant, un peu comme on avait aussi avec l'hérédité liée au sexe.
Donc, je te rappelle, dans l'hérédité liée au sexe, on avait on inscrivait l'allèle, par exemple, ici comme ça, en exposant, ici comme ça, puis on aurait pu avoir un chromosome Y aussi, avec l'allèle comme ça. Donc, c'est ça, c'est un peu, ça reflète un peu le même concept, c'est que on est dans des modes héréditaires différents de la dominance complète. Fait qu'on l'indique en mettant les allèles en exposant comme ça nous donne une référence comme quoi on a affaire à un patron d'hérédité un peu différent des strictes lois de Mendel. Donc, ici, pour la dominance incomplète, qu'est-ce que c'est? C'est, imaginons encore une fois ici que, puis ça c'est l'exemple des groupes sanguins qu'on va étudier dans un petit instant. Donc, par exemple, ici, là, on représente une personne qui serait du groupe sanguin AB. Je te rappelle, qu'est-ce que c'est un allèle? Ben, c'est un gène qui va fabriquer une protéine. Donc ici, la personne qui a ces gènes-là va fabriquer des protéines de type A, puis ici des protéines de type B. Ces protéines-là se retrouvent à être, dans le cas des groupes sanguins, à être des protéines de surface qu'on va retrouver sur les globules rouges, par exemple. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que chez un individu AB, de groupe sanguin AB, il y a deux types de protéines. Donc, c'est comme si ici, peut-être que le triangle, c'est la protéine A, puis le rond, c'est la protéine B. Donc, une personne qui serait de groupe sanguin A, par exemple, seulement, ben, aurait seulement des petits triangles comme ça là, à la surface de ces globules rouges qui sont représentés, c'est nos cellules sanguines là, qui sont représentées ici. Alors qu'une personne qui serait seulement du groupe sanguin B, ben, aurait seulement des protéines B à la surface de ces globules rouges, donc juste des petites boules ici comme ça. Puis là, ben, c'est ce qu'on va aller voir dans notre prochain exemple qui se retrouve à être à la page suivante. Monohybridisme à codominance. Le dernier exemple, l'exemple 4 qui nous restait à faire. Donc, peut-être juste avant, je vais te montrer une figure du Campbell là, qui va être juste celle-là ici. C'est dans le chapitre 14.3. Ouais, c'est ça. Donc, on revient juste un petit instant là, avec la dominance incomplète. On a cette figure-là qui nous montre que un croisement entre deux homozygotes, donc deux lignées pures, si on veut, vont nous donner nécessairement des hétérozygotes en F1. Donc, génération F1 ici. Donc, étant donné la nature de dominance incomplète, on va avoir 100% de fleurs roses ici. Puis, si on permet à cette fleur-là, cette génération-là de se reproduire, ben, quelles vont être ses gamètes? Elle va fabriquer la moitié de ses gamètes avec l'allèle rouge, puis la moitié de ses gamètes avec l'allèle blanc. Donc, si on fait un croisement mono-hybride, ici comme ça, donc pour un seul gène, ce gène-là, d'hétérozygote, ben, on va retrouver, tu vois, dans nos rapports phénotypiques, 1 sur 4 qui vont être double homozygote pour l'allèle rouge, 1 sur 4 qui vont être double homozygote pour l'allèle blanc. J'étudie 2 sur 4, je dis 1 sur 4, 1 sur 4, puis on va avoir 2 sur 4 qui vont être hétérozygotes. Donc on retrouve finalement nos rapports génotypiques qu'on avait dans un croisement monohybride à dominance complète. On avait 1 sur 4 qui était homozygote dominant, 2 sur 4 hétérozygote, puis 1 sur 4 homozygote récessif. C'est juste qu'ici, si on s'intéresse aux rapports phénotypiques, ben on n'a pas les mêmes rapports phénotypiques de 3 sur 4 puis 1 sur 4. On a un rapport phénotypique de 1 sur 4 qui va être rouge, 2 sur 4 qui va être rose, le phénotype intermédiaire, puis 1 sur 4 qui va être blanc. Donc ça, c'est pour la dominance incomplète. Si on va voir la codominance, mais ce qui est particulier avec nos groupes sanguins, puis ça va être l'exemple qu'on va utiliser ici, là, c'est qu'en plus d'avoir nos allèles codominants IA, IB, puis je te rappelle codominant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le fond, les deux s'observent là, simultanément. En dominance incomplète, si on avait un microscope, on aurait été capable de voir les pigments rouges et les pigments blancs.
Mais tu sais, dans le phénotype qui s'observe, c'est le rose, c'est le mélange des couleurs. Alors que dans les groupes sanguins, ben ici, tu as le groupe sanguin A, puis tu as le groupe sanguin B, puis la codominance, ben c'est pas un phénotype intermédiaire entre les deux, c'est la présence des deux phénotypes. Fait que ça serait comme rouge-blanc, si on veut. Ce serait les deux. Ce serait pas rose. Dans la dominance incomplète, on avait un troisième phénotype qui est une fusion des deux. Ici, c'est pas vraiment une fusion des deux, c'est une addition des deux. Donc, c'est le phénotype AB. Et quand on parle de dominance incomplète, ou de codominance plutôt, ça suppose qu'il y a quand même une dominance sur quelque chose d'autre. Puis dans le cas des groupes sanguins, ben, on a aussi l'allèle petit i. L'allèle petit i, lui, il est récessif par rapport aux allèles grand IB et grand IA. Donc, autrement dit, si on prend ces deux allèles-là qui sont comme codominants, puis qu'on les compare à cet allèle-là qui est récessif, ici, on a un patron plus traditionnel de dominance complète entre les allèles grand I et l'allèle petit i. Si bien que dans les groupes sanguins, ben, on a comme différentes dynamiques. On a la dynamique de dominance complète, puis on a la dynamique de codominance. Donc voici les génotypes qui existent dans les groupes sanguins, puis qui sont associés aux différents phénotypes qu'on voit ici. Donc petit i, l'homozygote récessif, ça donne le groupe sanguin O. C'est la seule façon dont une personne peut être de groupe sanguin O, c'est d'être homozygote récessif ici. Parce que si l'allèle récessif se retrouve dans un génotype hétérozygote, ben l'allèle grand I qui est là va dominer sur l'allèle petit i. Autrement dit, il y a deux façons d'être de génotype B. On peut être homozygote pour l'allèle B, ou on peut être hétérozygote avec l'allèle petit i récessif. Même chose pour le génotype A dans le fond. Deux homozygotes, deux allèles, donc grand IA, vont donner un génotype A. Mais on peut aussi avoir un génotype hétérozygote avec l'allèle petit i, parce que l'allèle petit i est complètement dominé par l'allèle grand I. Et finalement, si on a un génotype hétérozygote, mais pour nos deux allèles codominants, ben là, on a un génotype, un phénotype, plutôt un quatrième phénotype qui est un phénotype codominant avec à la fois le A et le B. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à nos problèmes de génétique. Ici, donc l'exemple 4, monohybridisme à codominance. Donc, une femme de groupe sanguin AB, puis on n'a pas besoin de savoir que c'est une femme en passant, parce que ce n'est pas lié au sexe. Donc, c'est une information facultative ici. Mais bon, elle va avoir des enfants avec un homme de groupe sanguin O. Donc ici, là, le groupe sanguin O, il va être petit i. Le groupe sanguin AB, ça va être le génotype codominant, grand IA, grand IB. Sachant que les allèles, puis là on te rappelle dans les données du problème, puis lorsque vous aurez des problèmes à l'examen à compléter, on va resituer, on va vous rappeler que le patron d'hérédité ici. Là. Donc, sachant que les allèles grand IA et grand IB dominent l'allèle I, donc là on est dans de la dominance complète, et que les allèles grand IA et grand IB sont codominants, donc là on est dans de la codominance, quel sera le rapport phénotypique des enfants de ce couple? Donc là, pour faire une bonne démarche, on écrirait nos allèles. On dirait grand IA, allèle groupe A, grand IB, allèle groupe B, puis petit i, on dirait allèle récessif. Qui pourra être associé au groupe sanguin O, mais pas nécessairement parce que il n'est pas associé à aucun groupe sanguin. Finalement, il est récessif. Donc, ce serait correct de décrire aussi associé au groupe sanguin O. Là, ce serait pas une grave erreur, disons, mais bon. Donc, on va faire notre croisement. On pourrait lister tous nos génotypes aussi. Hein. Dans la démarche de résolution de problème, là, on avait écrit
grand IA, grand IA, grand IA, petit I. Ça, ce serait groupe A, grand IB, grand IB, grand IB, petit I, groupe B, grand IA, grand IB. Ça, ce serait un groupe AB. Puis petit I, ce serait un groupe O. Donc, tous nos génotypes puis tous nos phénotypes associés. Le croisement va être donc, si on revient avec les données du problème, là, on va ça ici. Si on fait notre échiquier de Punnett, j'ai besoin de seulement d'une colonne petit i parce que dans le fond, il y a une redondance ici. Donc là, on écrirait nos rapports génotypiques seraient... là, j'ai pas complété mon échiquier de Punnett tantôt. Là. Grand I égale 1 sur 2. Grand IB I égale 1 sur 2. Rapport phénotypique. Groupe A 1 sur 2. Groupe. On pourrait écrire groupe sanguin là, pour faire une réponse plus complète, mais bon. Puis là, on s'assure de répondre à la question. Donc, sachant que les allèles, quel sera le rapport phénotypique des enfants de ce couple? Juste pour bien faire, là, on pourrait écrire l'encadré, là, puis dire réponse. Juste pour faciliter. Dans le fond, c'est comme une étape à la fin qu'on revient sur la question puis qu'on dit voici la réponse à la question. C'est pas tout de faire la démarche, mais de s'assurer de bien répondre à la question comme on est habitué de le faire en mathématiques, par exemple. OK, question B. Une des filles du couple précédent, je te rappelle encore une fois là, que le sexe de l'enfant n'est pas une information pertinente. De groupe sanguin B, donc autrement dit, ce génotype-là, a des enfants avec un homme de groupe sanguin A dont la mère était de groupe sanguin O. Quel sera le rapport phénotypique de leurs enfants? Donc, les génotypes, on va dire que la fille, on pourrait dire la femme, parce qu'elle est rendue à avoir des enfants, mais c'est la fille de la mère au problème précédent. Elle est grand I, B, petit I. On vient de l'identifier à partir des données du problème. Donc, elle va avoir des enfants avec un homme qui est de groupe sanguin A, dont la mère était de groupe sanguin O. Donc, si on revient on a pris le temps de rédiger cette liste de génotypes possibles-là. Ça nous permet de revenir à cet élément-là pour voir quel peut être là, le génotype possible de cet homme-là. Il y a deux choix. Soit qu'il est homozygote pour l'allèle A, ou qu'il est hétérozygote. Et comme sa mère était de groupe sanguin O, elle lui a nécessairement transmis un allèle petit i, parce qu'elle, je vous rappelle qu'elle était petit i. Donc, quel génotype est cet homme-là? I, A, petit i. Quel sera le rapport phénotypique de leurs enfants? Là, on peut faire notre échiquier de Punnett. Donc, petit i avec grand I, A, petit i. On va avoir ça, on va avoir ça, ici comme ça, puis comme ça. Là, on devrait rédiger nos rapports génotypiques. Donc, je vais te laisser le soin de le faire. Rendu là, je pense que tu as compris la dynamique. Puis, le rapport phénotypique. Puis, dans le fond, la question qu'on te pose, c'est encore une fois, quel sera le rapport phénotypique de leurs enfants? Donc, vite comme ça, la réponse serait un quart AB, un quart B, un quart A, puis un quart O, comme groupe sanguin. Donc, voilà, il vous reste, dans le fond... c'est ça, il y avait ce problème-là aussi. Fait qu'on va aller compléter celui-là. Remarque qu'il y a une erreur ici. En fait, ce n'est pas du monohybridisme à dominance
incomplète, c'est encore un problème de groupe sanguin. Donc, c'est à codominance. Il n'y a pas de problème présenté ici de dominance incomplète. Donc, à codominance. Monsieur Jaudoin pense que son enfant n'est pas le sien et qu'il a été échangé en bas âge à la pouponnière de l'hôpital avec le bébé de Monsieur Laberge. On procède à des analyses sanguines dans les deux familles, puis on a les résultats suivants. Donc, Jaudoin, le père, il est groupe sanguin A, la mère, groupe sanguin B, leur enfant est de groupe sanguin O. On peut se poser la question si c'est possible. La réponse, c'est oui. Il pourrait être hétérozygote et avoir eu un enfant homozygote récessif de groupe sanguin O. Si on va voir l'autre famille, les Laberge, groupe sanguin B, groupe sanguin O, le bébé du groupe sanguin AB. Est-ce que vous voyez un problème? Ben oui, il y a un problème. Le problème, c'est d'où vient l'allèle A de ces bébés-là s'il n'est pas présent chez ses deux parents. Est-ce qu'un groupe sanguin AB pourrait être un enfant de ce couple-là? Ben oui, parce que le père est A, la mère est B, donc il possède les allèles AB. Est-ce qu'un bébé de groupe sanguin O peut venir de cette famille-là? Ben ici, la mère a un allèle récessif petit i. Et ici, le père peut très bien être IB petit i. Donc effectivement, ça va certainement faire les manchettes dans le journal. Il y a eu un échange entre les bébés ici. Pourquoi? Pas parce que le premier génotype, le premier lignage ici, il est compatible, il fonctionnerait théoriquement. Mais celui-là ici ne fonctionne pas. À cause de notre allèle A qui est ici, il ne peut pas venir d'aucun des deux parents qui sont là. Donc, vous allez pouvoir faire l'exercice numéro 7 qui est ici. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va rayer l'exercice numéro 6 qui est là. C'est un exercice de dominance incomplète. Puis, je retire là, ce type de problème-là. Autrement dit, ce que vous avez besoin de faire pour l'examen, c'est la dominance complète monohybride, la dominance complète dihybride, de la dominance incomplète, l'hérédité liée au sexe, des pédigris. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur Classroom, il y a eu une série de 3 exercices, 3 petits devoirs. Je vous demande de me faire une démarche de résolution de problèmes pour certains des problèmes qui sont mentionnés ici, là, dont notamment, par exemple, le problème numéro 4 qui est là, il me semble. Donc, allez voir sur Classroom, c'est assez bien indiqué. Vous devez faire la démarche de résolution de problèmes, comme on l'a vu, puis m'envoyer une photo pour me prouver, dans le fond, que vous avez fait des exercices de résolution en génétique, puis vous avez une semaine jusqu'au dimanche. Dimanche, je me rappelle plus la date exactement, genre 24 ou quelque chose comme ça, avant l'examen. Si on revient à ça ici, ben dans le fond, je vais juste commenter brièvement là, le reste de ce concept-là, puis après ça, on va aller le cocher. Mais donc, ce que vous avez besoin de savoir, là, ce que vous avez besoin de faire comme exercice, c'est ici comme ça. Puis là, ce que je viens de dire, c'est que ces exercices-là, les exercices dans cette catégorie-là, vous n'en avez pas vraiment. Juste la codominance avec les groupes sanguins. Qu'est-ce qu'on a dans la suite du chapitre? Ben, on parle d'allèles multiples, que c'est l'exemple qu'on retrouve dans la codominance, par exemple, des groupes sanguins. Il arrive dans la population, en fait, c'est généralement la règle qu'il y a plus que 2 allèles. À date, on a étudié un allèle dominant puis un allèle récessif, comme grand A, petit a, par exemple. Ben, ici, on a grand A, grand B, puis petit i. Puis ça, c'est un exemple d'un gène où est-ce qu'il y a relativement peu d'allèles dans la population. La règle générale, c'est davantage vers un grand nombre d'allèles différents. La pléiotropie, si on en glisse un mot, c'est l'effet d'un seul gène sur plusieurs caractères phénotypiques. Donc, si on prend l'anémie à hématie falciforme, c'était juste une petite mutation dans un gène, mais dans le fond, l'impact, la répercussion sur le phénotype d'une personne qui a cette allèle-là peut s'observer à différents niveaux.
sur la couleur de sa peau. Une personne qui est anémique va avoir tendance à être plus pâle. Ça, c'est parce qu'elle a une moins bonne oxygénation. Donc, la capacité respiratoire va être un phénotype différent. C'est juste pour dire que à date, on a vu des modèles relativement simples où est-ce qu'on s'intéresse à un allèle, un phénotype, comme la couleur de la fleur, par exemple. Mais pour plusieurs allèles, si on regarde l'impact d'une protéine modifiée ou d'une protéine particulière, on pourrait l'observer sur différents aspects phénotypiques. Fait que ça, ce serait comme faire une étude de la pléiotropie. Pléio, ça veut dire plusieurs, comme une pléiade de choses. Voilà, donc c'est un concept en général. Pour l'épistasie qu'on a ici, donc ça c'est si on s'intéresse à plusieurs gènes. Donc tu vois ici, on pourrait s'intéresser à l'expression phénotypique de plusieurs gènes ensemble. Par exemple, si on aurait comme le gène E, puis le gène N. Ça serait un problème comme de dit hybride. Nous, on avait étudié, mettons, la couleur du pois, puis sa forme. Donc, c'était rond, ridé, jaune-vert. Mais ici, qu'est-ce qui arrive? Si deux gènes peuvent interagir ensemble, l'un l'autre, pour nous donner un phénotype qu'on observe. Par exemple, la couleur des chiens ici, qui est représentée. Donc, deux allèles dominants ici, comme ça, par exemple, ou en tout cas, dès qu'il y a des allèles dès qu'il y a un des deux allèles qui est dominant, tu aurais un chien noir. Donc, ça ici est noir. Si tu as un des gènes qui est récessif, tu aurais un chien brun. Puis si tu as un autre gène qui est récessif, tu aurais un chien blanc. Je veux pas qu'on se mette à analyser ça. Il n'y a pas de problème il n'y aura pas de problème là-dessus. Puis c'est pas... tu peux observer ça, essayer de comprendre, puis méditer un peu là-dessus si tu veux, mais c'est pas un objectif du cours à ce moment-ci. La considération que je veux que tu aies à ce moment-ci, c'est juste que dans la nature biologique, c'est plus simple qu'un gène. C'est plus complexe, je veux dire, qu'un gène, un phénotype. Souvent, les gènes peuvent interagir ensemble, puis dans le fond, selon la composition de plusieurs gènes que tu as, ben, tu vas développer une couleur. C'est comme ça. Donc, la couleur des cheveux, par exemple, chez l'humain, c'est pas juste un gène qui détermine ça. C'est plusieurs gènes qui interagissent ensemble, qui vont nous donner des protéines différentes, qui vont nous donner un teint auburn, noir foncé, noir, brun pâle, châtain, blond, roux, etc. Donc, dans la réalité biologique, c'est plus complexe. Mais nous, on ne fera pas de problème par rapport à ça. Puis, dernier concept ici, l'hérédité polygénique, c'est encore là, s'il y a plusieurs gènes qui additionnent, qui combinent leurs effets pour nous donner tout un gradient de phénotype. Donc, ça ressemble un peu au concept qu'on a vu juste en haut. Donc, ici, ce serait pour la couleur de la peau, par exemple, chez l'humain. Donc, tu vois, on a 3 gènes principalement liés à la coloration, la quantité. En fait, c'est l'activité des mélanocytes dans l'épiderme qui est plus active chez des personnes à la peau plus foncée, puis moins active chez des personnes à la peau moins foncée, qui détermine la couleur. Puis ici, ce qu'on a de la difficulté à voir parce que l'image n'est pas très claire, là, mais c'est que selon la combinaison d'allèles que tu retrouves, tu vas avoir une peau plus ou moins foncée. Mais donc, c'est la somme de plusieurs gènes. C'est pas juste un gène qui va converger vers le même génotype. Fait que tu aurais, mettons, gène 1, gène 2, gène 3 qui convergent vers le phénotype X, mettons, qui serait la couleur de la peau, par exemple. L'épistasie, c'est plus ton gène 1 qui influence ton gène 2 qui va nous donner un phénotype. Puis, on avait la pléiotropie, c'est ton gène 1 qui va avoir des répercussions sur ton phénotype 1, ton phénotype 2, puis ton phénotype 3. Comme par exemple la couleur de ta peau, ta capacité respiratoire, puis ta rapidité à la course, par exemple. Bon, ça pourrait avoir un impact. Chez une personne anémique, elle aurait un phénotype
rapidité ou d'explosion musculaire plus lente. Donc, plusieurs considérations. Il n'y a pas énormément de matière sur laquelle vous devez faire une étude approfondie. C'est juste, dans le fond, je vais ouvrir la fenêtre à ce moment-ci pour dire que dans la vraie vie, la génétique, c'est plus compliqué qu'un gène qui détermine la couleur d'une fleur. Okay? Les gènes interagissent entre eux, puis ça nous donne une grande variété de phénotypes, de variations biologiques. Un dernier concept important pour conclure le thème 4, c'est le lien entre l'hérédité et l'environnement. Donc, le milieu influence l'expression d'un génotype. Donc, par exemple, si peu importe ta composition génétique, par exemple ici, si tu t'exposes au soleil, tu vas favoriser une activité de tes mélanocytes, puis tu vas avoir une peau un peu plus foncée. Ça ne changera pas ton génotype, mais ça va changer ton phénotype. Donc, quand on fait des observations phénotypiques, oui, on observe de façon indirecte une composante génétique qui est sous-jacente, mais on observe aussi l'effet de l'environnement. Donc, il faut être très prudent dans nos déductions par rapport à ce qu'on observe. C'est pas parce qu'une personne est hyperactive, par exemple, que ça a été transmis obligatoirement par les parents. Ça peut être une personne qui a été exposée à un environnement qui, dans son enfance, l'a rendu hyperactive, par exemple. Est-ce qu'il y a une composante génétique à ça? Oui, mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi l'exposition à son environnement. Donc le phénotype, c'est pour l'ensemble d'un organisme, c'est-à-dire son apparence physique, son anatomie interne, sa physiologie, puis même son comportement. Puis donc c'est le résultat de son génotype, mais aussi de son environnement à laquelle elle est exposée. Donc les lois de Mendel s'appliquent toujours dans le sens que la ségrégation, c'est-à-dire quand on fabrique des gamètes, par exemple ici grand A, petit a, dans les testicules par exemple ou les ovaires, on va fabriquer, les allèles vont être séparés dans 2 lignées de cellules haploïdes durant la méiose. Puis l'assortiment indépendant, je te rappelle, c'est que si on s'intéresse à 2 gènes, par exemple, grand B, petit b, ici on va pouvoir avoir différentes combinaisons de gamètes. Là. On va pouvoir avoir ça ici, ça comme ça, puis ça revient un peu au même là, finalement. Grand B, petit A. Donc, ça va s'appliquer, mais si on procède à une analyse phénotypique là, dans une population, l'analyse des phénotypes est complexe parce qu'il y a une composante génétique qu'on peut aller étudier grâce à des tests génétiques, à une analyse moléculaire vraiment des individus, mais aussi à cause de l'exposition à un environnement donné. Donc c'est quand même un champ qui présente une certaine complexité. Voilà, donc ça ici, ça nous permet de conclure ce thème-là. Et il nous reste comme objectif de parler de l'évolution. Il y a beaucoup de thèmes associés à ça, mais on va en faire vraiment une synthèse rapide étant donné le temps qui nous est imparti. Puis on va un peu à la manière du chapitre sur la génétique viser à aller vers des exercices ici. Donc on va chercher on pourrait en parler pendant des jours et des jours, mais il ne nous en reste plus beaucoup de jours. Puis donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir une compréhension appliquée vers des problèmes d'évolution pour le temps qui nous reste. Donc, je vous rappelle d'aller compléter les exercices de génétique. Vous pouvez tous les faire à l'exception de celui que j'ai rayé tout à l'heure. Puis dans les devoirs, je vous ai demandé de prendre une photo puis de m'envoyer 3 exercices. La résolution complète pour laquelle vous avez le corrigé. Donc, vous êtes en mesure de voir si vous êtes correct ou si vous avez besoin d'aide. Donc, bon travail, puis à bientôt. Bye bye.